Le troisième niveau, c'est la mesure économique, où on remarque certaines zones qui sont facilement attaquables, surtout le nord de Côte d'Ivoire, où on renforce avec des activités génératrices de revenus qui sont lancées à grande échelle, surtout dans ces localités-là. Par le programme social du gouvernement. Effectivement. Et même pour revenir sur la question militaire, il y a des casernes qui sont ouvertes un peu partout dans le nord de Côte d'Ivoire, suite à tous ces événements qu'on a connus. Pour dire qu'il y a des mesures qui ont été prises. Mais est-ce que cela nous garantit que la Côte d'Ivoire est sauve? Parce que c'est vrai, les mesures nous ont permis de sortir, de lutter efficacement. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire a vécu l'une des étapes les plus sombres de son histoire moderne. Il s'agissait donc de l'attaque terroriste de Grand Bassam, 19 morts et plusieurs blessés. 10 ans après, on se souvient de nos victimes et nous évoquons surtout en plateau ce soir la riposte, la qualité de la riposte ivoirienne apportée donc à la question de la menace de l'hydre terroriste. Et justement, la question que je m'en vais vous poser à présent, Dr Arthur Kamena Yoboué, et à vous tous, messieurs, est-ce que la riposte ivoirienne a été efficace face aux incursions des groupes armés terroristes? Oui, en général, je vais prendre une image. Vous savez que lorsque vous vous sentez bien, on n'a pas l'effet de la maladie. C'est lorsqu'il y a un mal qui apparaît qu'on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, de façon générale, l'une des choses qu'on a observées, c'est que peu importe les incursions qu'on a reçues, ça n'a pas paralysé l'activité au niveau national, même au niveau même local. Donc ça, c'est un indicateur d'efficacité qu'on peut mesurer, surtout depuis 2011 jusqu'à ce jour. Parce que quand vous observez un peu la tendance dans la sous-région, vous remarquez que au niveau du Sahel, de l'AES, on voit un peu de façon périodique l'intensité même des combats au niveau des incursions terroristes. Mais en Côte d'Ivoire, on a cette capacité-là de voir ce phénomène être dompté, être maîtrisé. Et ce qu'on peut observer comme incursion, pour moi, c'est vraiment l'effet, comme peu importe les dispositions que vous prenez, il y aura quand même des matchs, surtout que le phénomène qu'on étudie, c'est un phénomène qui est transposé par les acteurs, qui ne sont pas vraiment identifiables du premier regard. C'est vraiment dans les pratiques, dans les normes, dans toutes ces procédures. Donc, pour moi, la riposte ivoirienne est à la hauteur du phénomène étudié. La riposte de l'armée ivoirienne a-t-elle été à la hauteur, Alamine Fofana, jusque-là? Oui, elle a été à la hauteur pour moi. Et souvent, c'est un peu dommage. Tout ce qui touche à la sécurité, c'est un domaine qui est un peu ingrat. C'est-à-dire les forces de défense et de sécurité peuvent réussir 95% de leur mission, souvent au péril de leur vie, sans que ça fasse la une des journaux. Mais lorsqu'il y a un atome d'inattention ou d'attaque, ça se répand très vite et on a l'impression que rien n'est fait. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, la riposte a été à la hauteur de l'attaque parce que je pense que n'eût été la proactivité des forces de l'ordre, des services de renseignement, et puis après aussi, l'attaque de Grand Bassam, il y a eu beaucoup de théories après. C'était un coup de communication. ATMI voulait se positionner dans la zone tropicale. C'était peut-être le chef de l'État qui était visé. Il y a eu beaucoup de théories. Mais pour dire que la rapidité de la réaction a fait que, oui, aujourd'hui on dit 19 morts, on les déplore et on pense à eux. Mais ça aurait pu être pire, n'eût été la rapidité de la réaction. Au-delà de ça, moi je me rappelle très bien, en situation de crise, il faut pouvoir faire une communication de crise. Parce que oui, c'était au niveau des Bassam, mais tous les Ivoiriens étaient apeurés parce que c'était la première fois qu'on assiste à ce genre de choses. Donc moi, je me rappelle bien, les gens avaient peur. D'autres, il y avait des souvenirs aussi de la crise de 2010 qui revenaient. Les gens disaient, et si on est assis comme ça, et puis, balle perdue rentre dans ta maison. Mais après, le gouvernement a pu avoir une communication ascendante pour déjà apaiser les tensions, apaiser les cœurs, apaiser les Ivoiriens. Et par la suite, lorsqu'on
on est arrivé à voir à travers les médias le dispositif sécuritaire qui encadrait la situation. Ça permettait un peu plus de rassurer les populations. En situation de terrorisme, le choix est rarement entre le bien et le mal. Hein. C'est souvent entre le mal et le moins de mal, mais je pense qu'on a pu avoir le moins de mal. Et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Le docteur Atu Kamnon le disait, un peu comme le corps humain, il y a des maladies qu'on peut éviter, il y a des maladies qu'on ne peut pas éviter, comme les pandémies, les épidémies. Donc pour dire, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel système sécuritaire, même aux pays les plus puissants du monde, mais la capacité de réaction, pour moi, a été à la hauteur. Docteur Kamnon, de 2016 à aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, le pic de violence qu'on a connu à Kafolo, Toubou, Teini et dans cette partie septentrionale, est-ce que vous jugez la riposte de notre armée efficace face à cette menace? Merci, M. Drabo. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la question de l'efficience de la sécurité. Comment les populations vivent la question de la sécurité. Et si on veut prendre des indicateurs autour de nous, dans les pays environnants, on voit la récurrence des attaques. On voit le nombre de victimes qui s'accumulent et s'intensifient. En Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des pics, il y a souvent des attaques, mais les forces de défense et de sécurité arrivent quand même à contrecarrer et à juguler ces attaques-là. Il faut noter aussi qu'au-delà de l'action militaire, l'État ivoirien a pris des mesures, on va dire à 3 niveaux. Déjà, au premier niveau, c'est au niveau judiciaire. Donc, quand c'est arrivé, la riposte a été de désigner les coupables et de les condamner. Le deuxième niveau, c'est une réponse institutionnelle. Donc, de mettre en place des mécanismes, des organisations telles que l'AILCT pour permettre de se pencher sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et au troisième niveau, il y a eu la question la réponse politique. Donc, pour essayer de mettre en place tous les mécanismes pour permettre de rassembler et de réunir autour de la même cause tous les Ivoiriens et de créer un agir collectif. Très bien. Assoumou Josias? Oui, je pense que là, on peut vraiment dire que la mesure ou les mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire... Quelles ont été ces mesures? On n'en parle pas. Oui, les mesures en elles-mêmes peuvent être déclinées en 3 niveaux. Très bien. Le premier niveau, c'est la mesure purement militaire, où, par exemple, on met en place l'AICT, comme vous signifiez tout à l'heure, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. On renforce également l'armée ivoirienne. On va même jusqu'à changer le nom de l'armée ivoirienne parce qu'on était FACI à l'époque et on passe désormais à FANCI, où on crée également une section antiterroriste. Bref, il y a une formation au niveau de l'armée. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est sur la scène internationale. On renforce les coopérations internationales. Et on va même jusqu'à mettre en place ce qu'on appelle l'initiative Accra en septembre 2017 avec plusieurs pays, dont les pays concernés directement par la fête terroriste. Le troisième niveau, c'est la mesure économique, où on remarque certaines zones qui sont facilement attaquables, surtout le nord de Côte d'Ivoire, où on renforce avec des activités génératrices de revenus qui sont lancées à grande échelle, surtout dans ces localités-là. Le programme social du gouvernement. Effectivement. Et même pour revenir sur la question militaire, il y a des casernes qui sont ouvertes un peu partout dans le nord de Côte d'Ivoire, suite à tous ces événements qu'on a connus. Pour dire, il y a des mesures qui ont été prises. Mais est-ce que cela nous garantit que la Côte d'Ivoire est sauve? Parce que c'est vrai, les mesures nous ont permis de sortir, de lutter efficacement. Mais si on voit encore que tout ça existe, ça signifie qu'on n'est pas sûr et certain qu'on est loin de cela. Raison pour laquelle on a encore l'armée, on a encore tout l'arsenal. Et on va même jusqu'à soutenir les pays qui sont en proie, qui sont agressés par le terrorisme, afin que cela n'arrive pas chez nous. Et l'un des indicateurs qui pourrait nous permettre également de bien nous situer relativement à cette question, c'est le comportement de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de tous ces pays-là. Il y a un soutien qui est régulier et il y a une participation
et qui est fréquente dans tout ce qui a trait au terrorisme, dans l'optique non seulement d'éradiquer le terrorisme, mais de faire en sorte qu'il n'arrive pas chez nous. Parce que la menace, il faut le dire clairement, est encore présente dans la zone. Très bien. Shadrach? Effectivement, la menace est encore présente dans la zone, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur. La réponse gouvernementale a été, comme ils l'ont dit, bien entendu au niveau militaire, également à travers la mise en place de la zone opérationnelle Nord, qui est une zone plus ou moins qui se situe dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et qui est composée d'hommes efficaces qui mènent des actions d'envergure, de très grande envergure, cela nous permet par exemple d'anticiper les menaces. Et il faut rappeler par exemple aussi que dans cette réponse, Shadrach, la zone opérationnelle Nord était à Korogo, et lorsque le Nord-Est a commencé à être durement touché, on l'a rapproché dans le département de Kong. Effectivement, c'est la complexité de la chose, parce qu'on s'est rendu compte que à partir du nord-est de la Côte d'Ivoire, d'Oropo, Téini, jusqu'au Burkina Faso, et un peu vers la frontière du Ghana, c'était une zone hautement sensible et une zone hautement propice à l'expansion de groupes armés terroristes dans cette zone. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déplacé cette zone opérationnelle Nord, également avec des mécanismes institutionnels, création de l'AILCT, mise en place du pôle antiterroriste au tribunal de première instance d'Abidjan, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve au milieu d'un étau strangulateur à travers déjà la conflictualité colossale avec le terrorisme dans le Sahel, mais aussi avec les défis sécuritaires dans l'espace maritime, dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui confrontée à la piraterie maritime. Donc la réponse ivoirienne a été certes efficace, a été certes à la hauteur, mais il y a encore d'autres choses, d'autres éléments à prendre en ligne de compte. Il y a encore d'autres décisions à prendre en ligne de compte. Il y a encore d'autres facteurs également à prendre en ligne de compte dans la lutte efficace contre le terrorisme.